Alors pour cette session de mars, celle du printemps 2018, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir comme invité pour notre newsletter mensuelle d'après plénière mon collègue Gérard Deprez, Bonjour. qui donc a une grande expérience politique, qui a été ministre d'État en Belgique, qui a été président de partis politiques, qui a été sénateur et qui a aussi une longue expérience ici au cœur du Parlement européen, à tel point d'ailleurs qu'on lui a confié des responsabilités stratégiques qui sont celles d'être rapporteur pour des dossiers très importants du budget et coordinateur aussi, ce qui est un rôle un peu méconnu pour les citoyens, mais qui a un rôle extrêmement important d'organisation des travaux et d'orientation du fond de ces travaux dans le travail parlementaire. Alors Gérard, merci d'avoir accepté d'être l'invité. C'est un On plaisir. est à un moment aussi, c'est pas seulement le printemps, on est à un moment stratégique qui est celui de l'adoption des documents budgétaires. Alors avec la particularité dans cette année 2018, qui n'est pas la dernière année du mandat européen, mais l'avant-dernière, d'avoir travaillé, et pour toi pendant des mois, sur ce qu'on appelle le budget à long terme de l'Union européenne, avec des aspects bien entendu très techniques dans lesquels je ne souhaite pas que tu entres, mais de nous donner peut-être l'épure générale et de répondre à cette interrogation qui peut nous tracasser, de savoir comment il est finalement opportun, démocratique, judicieux, de décider aujourd'hui du cadre financier pour la future Assemblée donc du Parlement européen. Alors, l'essentiel, et puis cette petite question qui, dans une sphère politique, est une question importante. Merci Nathalie. D'abord, traduire le langage. Qu'est-ce que c'est que le cadre financier pluriannuel? C'est un accord entre les gouvernements des États membres dans le Conseil pour dire voilà l'argent que nous sommes prêts à mettre sur la table pour financer l'Union européenne pendant les 7 années qui viennent. Vous ne pourrez pas dépenser plus et donc nous garantissons que vous recevrez au moins ces moyens-là. Bien, pourquoi faire? Pour financer les politiques de l'Union européenne, la politique de recherche et d'innovation, la politique en faveur des jeunes Erasmus+, la politique agricole commune, la politique en faveur des régions qui sont en retard de développement, l'aide que l'on peut apporter aux pays qui reçoivent pour l'instant un afflux de migrants. Donc voilà l'objet de l'accord que nous avons obtenu maintenant au Parlement européen. Le Parlement européen dit au Conseil, écoutez, à notre avis, nous qui sommes les élus du peuple, nous pensons que pendant les 7 prochaines années, pour faire face aux nouveaux défis et aux défis que je viens de rappeler maintenant qui sont là, nous aurons besoin d'autant de moyens financiers. Et donc nous avons défini ce matin, lors de la négociation, Avec un vote très large, avec un vote très large, une très très large solide. majorité, très solide, nous avons défini que pour financer les politiques de l'Union européenne, chaque année, et pendant les 7 années qui viennent, chaque année, nous n'aurons pas besoin de plus que 1,3% de la totalité de la richesse produite dans tous les pays de l'Union européenne mis ensemble. Pour vous donner une idée, chaque année, le budget de l'État français utilise pratiquement 50% de la richesse nationale produite en France. C'est vous dire si le budget de l'Union européenne, qu'on a tendance à considérer à certains moments comme une charge, est en fait très peu de choses par rapport à la totalité des budgets nationaux. Et donc nous n'avons pas, dans tous les domaines, les moyens qui seraient nécessaires pour mener la politique qui permettrait à l'Union européenne de devenir un géant mondial qui tiendrait la tête haute par rapport aux Chinois, par rapport aux Russes et par rapport aux Américains. Alors, quid des ressources propres? Alors, pourquoi des ressources propres? Pour l'instant, à vos souhaits. Pour l'instant, le budget européen est financé par des contributions du budget de chacun des États membres. Et donc, chaque année, l'administration du Trésor en France dit nous allons devoir verser à l'Union européenne autant d'argent. Mais le problème maintenant est double. Un, les Britanniques vont partir. Donc il y a de l'argent qui va manquer dans la caisse. On dit entre 10 et 15 milliards d'euros chaque année. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de pays
qui sont très serrés sur le plan budgétaire parce qu'ils ont un niveau d'endettement élevé, qui disent non, nous on ne peut pas compenser ça parce que nous sommes très serrés dans notre budget et nous n'avons plus les moyens disponibles pour le faire. D'où notre réponse en disant, nous allons lancer un système de ressources propres. Et je prends un exemple. Ça fait longtemps qu'on le demandait, notamment dans notre groupe. Oui, il y a longtemps qu'on le demande, mais à l'époque, les États membres n'étaient pas convaincus de l'opportunité de le faire. Parce qu'il n'y avait pas eu le Brexit et parce que les contraintes budgétaires n'étaient pas aussi serrées que maintenant. Mais pour bien montrer ce que pourrait être un système de ressources propres, je prends un exemple. Nous proposons par exemple qu'au niveau européen, on se mette d'accord sur un mode de taxation des grandes entreprises multinationales dans le domaine du numérique. La plupart sont américaines. C'est Facebook, c'est Apple, c'est Google et Amazon. Bien. Et pour l'instant, elles font des milliards de bénéfices sur le continent européen, et elles ont des systèmes d'ingénierie fiscale qui font qu'elles ne payent pas d'impôts. Et donc nous disons, mettons-nous d'accord au niveau européen sur un mode de taxation des entreprises du numérique, et lorsqu'elles passeront à la caisse, comme elles doivent le faire, je dirais de manière équitable par rapport aux autres entreprises européennes, on prendra un petit prélèvement pour alimenter le budget européen. Et donc, les ressources propres, ce ne sont pas des impôts qui vont peser sur les citoyens, ce ne sont pas des charges pour le budget de chacun des États. C'est une aide qui vient de ce que dans le système actuel, il y a un certain nombre qui échappent à l'équité fiscale. Superbe. Ça, c'est effectivement très important. C'est une étape importante qui a été franchie et que notre invité a très très bien expliqué. Tu n'as pas répondu sur est-ce que c'est très démocratique de décider pour les autres? Si j'ai bien compris, ça évite qu'il y ait un gap et puis une année où rien ne se passerait et où il n'y aurait pas de budget. Donc ça déjà, c'est une explication qui se suffit à elle-même pour expliquer que nous on vote et que c'est l'Assemblée suivante qui mettra en œuvre. Mais je suppose qu'il y a quand même des possibilités un petit peu d'adapter. Oui, alors... Parce que ce qui est décidé aujourd'hui, ça peut être une base, comme tu l'as dit, pour les dépenses classiques, mais il y a des tas de choses nouvelles en cours de route. Alors, comment est-ce qu'on a une soupape de sécurité démocratique aussi? Alors, il y a deux éléments sur lesquels nous avons insisté particulièrement en tant que Parlement européen. La première, c'est de dire au Conseil, qui va donc définir le cadre financier, écoutez, s'il y a des événements imprévus qui arrivent, le Conseil, il représente les États, on le rappelle. S'il y a des événements imprévus qui arrivent, si on est trop court dans certaines dépenses et qu'il n'y a pas de possibilité de transférer de l'argent qui viendrait d'une autre rubrique où il y aurait trop d'argent, nous disons il faut faire une révision du cadre financier. Et donc nous nous battons pour que dans 3 ans, après l'instauration du cadre financier prochain, 3 ans après, il y ait une révision et qu'on constate si oui ou non il y a assez d'argent qui a été mis dans la caisse ou s'il y en a trop peu. Et nous demandons aussi d'autres choses, ce que l'on appelle des mécanismes de flexibilité. Nous demandons qu'il y ait, à côté des sommes que l'on peut dépenser pour la politique agricole, pour la politique de cohésion, pour la politique d'immigration, il y ait des réserves, si vous voulez, des fonds de réserve qui puissent être mobilisés et venir renforcer les moyens financiers quand il y a un besoin urgent qu'on ne peut pas satisfaire. Et donc voilà les deux mécanismes pour lesquels nous nous battons maintenant de manière telle qu'on puisse assurer la stabilité sur une certaine période et en même temps qu'il y ait des moyens de correction lorsque c'est nécessaire. Merci de ces explications très claires, très pédagogiques pour des dossiers qui sont techniques, qui ne sont pas comme des romans d'amour, mais qui sont extrêmement importants pour aujourd'hui, demain et après-demain, pour faire fonctionner l'Europe, l'adapter aussi aux dépenses et donc organiser les choses avec la clause de revoyure et le bon sens. Merci Gérard Depré d'avoir accepté d'être venu et de nous éclairer aussi finement et intelligemment. Merci pour l'invitation, Nathalie, c'est un honneur.